Au travers des nuages, les langues de sable s'étalent à perte de vue. Figures gigantesques hétéroclites, démesurées, au milieu de nulle part dans le plus grand océan du monde, le Pacifique. Entre ciel et mer, les atolls des Tuamotu. Chapelets d'îles qui s'égrènent inlassablement, Fakarava, Taoere, Mototunga, autant de noms qui laissent rêveurs. Yaorana, bonjour en langue Pomotu, nous sommes à Rangiroa, au milieu de l'océan Pacifique, à 4000 km d'Hawaï, 4200 de l'île de Pâques et 4300 km de la Nouvelle-Zélande, sur l'un des 76 atolls de l'archipel des Tuamotu. Tuamotu signifie île au large et s'étire sur plus de 1700 km. Derrière moi, on peut apercevoir l'Aranui. L'Aranui est un gros cargo qui permet d'approvisionner les différents archipels à partir de Papeete, c'est-à-dire les archipels des Tuamotu, comme ici à Fakarava, mais également l'archipel des Marquises, un peu plus au nord. Au programme, nous irons tout d'abord visiter un élevage d'huîtres perlières, puis nous découvrirons les vestiges volcaniques des récifs et nous irons à la rencontre de Pierre et Didier qui effectuent des radiocommunications entre les bateaux. Ensuite, je vous emmènerai sur un autre atoll, celui de Fakarava, réputé pour ses splendides plongées sous-marines. Alors, je vous propose d'aller sans plus tarder sur le ponton de la ferme à huîtres pour découvrir les méthodes de culture. La ferme perlière, c'est là où sont fabriquées les fameuses perles de culture des huîtres. Alors nous allons voir qu'il y a plusieurs catégories et tout le processus qui permet de fabriquer ces perles vendues d'une fortune à l'étranger. Les coquilles d'huîtres sont utilisées de multiples façons dans les archipels polynésiens, en décoration, objets ou bijoux, mais c'est la perle d'huître polynésienne qui est très réputée mondialement. Symbole de beauté, de pureté, de féminité, de fertilité, elles sont au centre d'un grand commerce et plusieurs techniques ont été développées pour favoriser leur culture. Elle s'appelle Pintada margaritifera et elle est particulière à cause de ces lèvres noires que vous voyez ici, d'où l'appellation de nos perles noires de Tahiti. C'est dû à ces lèvres noires qui sont riches en pigments, vont sécréter la nacre tous les jours. Elles vont donner une petite épaisseur de couche à la coquille et vont nous donner aussi une perle à partir de deux éléments. Premier élément, c'est un noyau qui n'est pas du plastique, qui est fait aussi avec de la nacre. Et deuxième élément, c'est un greffon. Alors le greffon, ça va être un morceau de tissu que le technicien greffeur va prélever de ses lèvres. Il va découper en tout petits morceaux d'1 millimètre. Et ces deux éléments seront introduits dans cet appendice. Vous voyez là, c'est la poche, c'est l'appendice de l'huître qui n'a aucune fonction vitale. C'est à l'intérieur de cet appendice qu'on va introduire ces deux éléments. Et pendant 2 ans, le greffon va couvrir, va sécréter autour du noyau et va donner une perle 2 ans plus tard. On va donner des formes de poire. Par exemple, celle-là, elle est ronde, c'est facile à percer. Mais par contre, celles qui ont des formes baroques ou semi-baroques, il faut voir la pointe. À 1 heure en bateau d'Avatoru, la ville principale de Rangiroa, l'île au récif s'étale soudain comme un paysage lunaire.
Cette île au récif est très particulière de par ses formations géologiques qui sont absolument inhabituelles dans ce coin-là du Pacifique, où il y a uniquement des atolls. Des atolls, c'est-à-dire ces genres d'îlots, ces bandes de sable qui dépassent à peine de la surface de la mer. Ce décor assez désertique renferme une histoire de plusieurs millénaires, celle des montagnes volcaniques disparues sous les eaux au fil du temps. En effet, la géologie évolue, les îles s'érodent et ne laissent qu'un anneau de sable en surface entouré d'une barrière de corail. Mais au centre de ce lagon, sous l'eau, demeure la montagne. Entre ciel et océan, entre vent, pluie, chaleur et sable, ces roches ciselées ont été formées il y a des milliers d'années par la lave sortie des volcans lorsque l'atoll était encore sous l'eau. Louis Chen est résident de Rangiroa et pêcheur. Il nous explique cette formation géologique qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. L'île au récif, c'est quoi? Ce sont ces monticules que vous voyez qu'il y a autour de moi, qui s'étend sur plus de 3 km. Donc, et il culmine à plus de 2,50 m de haut. C'est de la roche qui a été, on va dire, sculptée, non pas par les mains de l'homme ou les mains de Dieu, mais plutôt par le vent, la pluie et la mer. Quand il se frotte sur la roche, donc après elle donne toutes ces formes. Et ce qui fait ces formes bizarres et même, on va dire, pointues, c'est tranchant même, c'est surtout par moment quand il y a la pluie et le vent qui vient, donc c'est à ce moment-là qu'elle fouette la roche comme ça, et puis après, bon, c'est ce qui fait sa forme, toutes ces formes, on va dire, abstraites. Je pêche surtout les carangues, les gros chirurgiens, les napoléons. Le maximum que je fusille un poisson en son poids, il est de 30 kg. Donc le Napoléon. Je profite encore quelques instants de ce paradis terrestre loin de toute civilisation où la nature est à son apogée, telle qu'elle, sans aucun artifice, entre ciel et terre, au milieu des 5 éléments. Nous partons de l'île au récif pour aller rencontrer Pierre et Didier, deux radioamateurs qui effectuent des radiocommunications entre les bateaux. Station radio dans laquelle mon ami Didier est en train de faire les réglages. Donc à droite, vous avez le poste émetteur-récepteur relié à un ordinateur pour enregistrer les contacts et faire du numérique, relié à un appareil de réglage et à un amplificateur. Une énergie électrique. Cette énergie électrique, on la transforme. Une fois qu'elle est suffisamment transformée, on vient, pour qu'elle puisse être rayonnée par une antenne, on vient greffer de l'information dessus. Cette information, télégraphie morse, du radiotélétype, de la phonie quand on parle dans un micro, etc., etc., plus tous les modes numériques qui existent. Tout ça, c'est transformé, c'est envoyé par le câble qui s'appelle un câble coaxial, c'est la même chose que les câbles de télévision, ni plus ni moins, et c'est envoyé jusqu'aux antennes qui sont dans le lagon, et ces antennes vont rayonner. Elles sont taillées à une longueur précise pour ne fonctionner que sur une fréquence précise, on optimise. Et on va rayonner. On se sert du lagon salin pour avoir un rendement de 100% sur nos antennes, 95%. Ce lagon salin va également être un accélérateur, on va dire, une espèce de miroir qui va réfléchir et qui va donner de l'amplitude, une forme d'amplification, bien que ça ne soit pas une amplification, mais une forme d'amplification pour nos ondes, de manière à être plus performant à très très longue distance. Et puis à la réception, quand on passe en mode réception, on va écouter, tu as fait un petit bout de fil là,
là-dessus, on va écouter, et on entend des signaux faibles qui nous arrivent du fin fond du monde, plus forts pour ceux qui sont de Hawaï ou du Japon, ou de la côte pacifique des États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, qui arrivent relativement forts ici. Par contre, dès qu'on va plus loin, les signaux sont beaucoup plus faibles et ils sont captés par les antennes. Et ensuite, l'antenne véhicule ce signal jusqu'à un autre système. Et après amplification et trituration, on va dire, technique, on le restitue pour pouvoir l'entendre ou pour pouvoir le mettre en mode numérique sur le computer, sur le micro-ordinateur. On est un peu plus de 3 millions de radioamateurs dans le monde, un peu plus de 10 000 en France. Il y a très peu de radioamateurs aujourd'hui en Polynésie. Il reste moins d'une dizaine de radioamateurs actifs dans toute la Polynésie répartis. Il n'y a personne au Marquis, par exemple. Il y a eu quelqu'un pendant 6 mois et aujourd'hui il n'y a plus personne. Il y a un seul radioamateur à Wainé. Il y en a 3 d'actifs sur Rayatea, personne à Taha et dans les autres îles. C'est compliqué. Du coup, on crée la rareté et des milliers et des milliers de radioamateurs dans le monde entier veulent absolument inscrire à leur tableau de chasse la Polynésie française et donc cherchent à nous contacter sur différentes fréquences, en différents modes de radiocommunication, que ce soit les modes numériques, la télégraphie morse ou les modes de la phonie, tout simplement, la radiophonie. On part donc, je le disais tout à l'heure, depuis le réseau secteur que l'on transforme en ondes radio. Ces ondes radio vont être véhiculées par un câble jusqu'aux antennes et c'est rayonné dans l'atmosphère, jusqu'à 10, 20 000, 25 000 km de distance. Japon, Foxtrot 3, Alpha, Hotel, India, station du Kazakhstan, on trouve station de Nouvelle-Zélande, on trouve une station américaine, on trouve un ami canadien là, qui est à Vancouver, la Hongrie, l'Allemagne, etc. Ici, on ne cherche pas la performance pour nous, mais on cherche à être le plus disponible possible pour l'ensemble des radioamateurs qui veulent nous contacter. C'est notre challenge à nous, on essaye de faire plaisir à un maximum de radioamateurs dans le monde entier. On est à peu près à 24 ou 25 000 contacts réalisés en tout, et l'échange avec les autres radioamateurs est très court. On échange juste « bonjour, je te reçois bien ou moins bien, au revoir », c'est tout, c'est limité à ça. Donc tout ça codifié en télégraphie morse, ça se traduit par quelque chose comme ça. On dit bonsoir, je te reçois très bien et à bientôt. Le contact est enregistré. Voilà. Donc on forme des points et des traits. Hein. Samuel Morse a inventé la télégraphie morse au XVIIIe siècle, il y a déjà pas mal de temps. Et on utilise également la phonie à l'aide d'un micro dans lequel on va discuter avec nos correspondants sur les ondes, sur les différentes ondes. L'environnement émetteur-récepteur, un petit ordinateur d'appoint qui nous sert pour enregistrer les contacts, puisqu'on est à pas loin de 25 000 contacts depuis qu'on est arrivé. Et puis environnement technique qui nous permet d'amplifier les ondes et puis d'accorder les antennes avec le petit matériel que tu vois ici. Eh bien, nous quittons maintenant l'atoll de Rangiroa pour continuer l'aventure sur un autre atoll, lui aussi très surprenant, à 1 heure de vol d'ici, où la plongée sous-marine est très réputée pour la variété de ses fonds. Nous nous dirigeons maintenant vers Fakarava, c'est parti!
Fakarava, un nom d'atoll qui fait rêver pour cette langue de sable au milieu de l'océan qui s'étire sur 80 km de long et 32 de large. À l'intérieur, un lagon sublime. Et puis des passes à en rêver tant la faune sous-marine y est intense. Au programme, je vous emmène naviguer dans les motus éloignés au milieu de l'océan, puis nous rejoindrons la passe sud à la recherche de cette faune sous-marine unique et enfin nous nous restaurerons lors d'un pique-nique tahitien au son des guitares et des ukulélés. Alors c'est parti pour Rotoava, la ville principale de Fakarava où notre bateau nous attend. L'océan à perte de vue. À 500 km au nord-est de Tahiti, au beau milieu de l'océan Pacifique, on découvre des paysages absolument vierges, peuplés de motus qui abritent des sables blancs rosés teintés de coraux, des cocotiers et des crabes. Ici, la nature est complètement intacte, la civilisation humaine est inexistante. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais l'équilibre naturel évolue doucement. Les vagues ne cessent de s'échouer sur les plages, tel un cœur battant inlassablement. Les crabes montent aux cocotiers qui poussent lentement. Les noix de coco tombent au fil du vent et flottent jusqu'au prochain motu. Les requins, repus de l'abondance de l'océan, s'amusent dans l'eau transparente et sont inoffensifs pour l'homme. Il y a une croyance en Polynésie qui régit toute la nature et ses interactions. Il s'agit du mana. Les Polynésiens y croient fortement car ce fluide, cette énergie vitale, influe sur toute chose. Toute réussite lui est due et tout échec est imputé à son absence. Cette force, bénéfique ou maléfique, émanant de l'univers surnaturel, peut changer personne et chose et se transmettre. Son don quasi surnaturel tient à la fois du sacré et de la magie. Transmise au fil des générations lors des migrations qui ont amené les ancêtres des actuels Polynésiens depuis les rives de l'Asie du Sud-Est jusqu'aux îles du Pacifique oriental, on le retrouve également chez les Mélanésiens avec qui certains de ces voyageurs établirent des contacts quelques siècles avant notre ère. Ces îlots inhabités, non loin de l'atoll de Fakarava, préservent un écosystème et une faune sous-marine exceptionnels. Des plongeurs du monde entier viennent découvrir ces fonds sous-marins où vivent les grands mammifères marins. Je vous propose de rejoindre Manuel et Jérôme sur le bateau pour une plongée haute en émotions.
Donc ça c'est la place sud, c'est même l'endroit le plus célèbre on va dire depuis, je crois que c'est quand même assez récent, une quinzaine d'années peut-être je pense, mais c'est un endroit qui est vraiment très riche en requins notamment. Énorme concentration, ils appellent le fameux mur de requins qu'on voit plutôt pas trop à cette époque, on en a vu beaucoup. Et oui, c'est un endroit qui est complètement sauvage, une place qui est un peu moins profonde que les autres, donc une concentration de poissons impressionnante. C'est vraiment connu mondialement maintenant je pense. Pour moi c'est un vivier extraordinaire quoi, pour tout ce qu'on peut avoir sous l'eau, que ce soit du petit ou du gros. Comme par exemple on pourrait avoir aussi la mer Rouge, les Seychelles ou autre. Quoi. Donc, ouais, c'est assez varié puisqu'il y a deux passes sur Fakarava, une au nord, une au sud, avec des différences. On a également un atoll qui n'est pas très loin et qui est un spot de plongée aussi. Donc là en une semaine on a fait 3 passes différentes, avec des plongées qui peuvent être fixes, enfin le long du récif, ou alors des plongées dérivantes, donc tu vois des choses différentes à chaque fois. C'est assez intéressant, donc comme l'a dit Jérôme, pas mal de gros, beaucoup de requins. La signature ici c'est vraiment le nombre de requins, il y a beaucoup de requins. Voilà, et après des décors au niveau coraux qui sont aussi également assez magnifiques et assez exubérants, ce qu'il n'y a pas toujours pour avoir plongé au Serre-Guérois, de très gros poissons, des requins même plus gros qu'ici, mais un décor qui peut être parfois moins beau. Donc vraiment des belles plongées agréables, vraiment exploration, c'est vraiment superbe. Les richesses des fonds, des poissons partout, de gros bancs de poissons, je ne sais pas où donner de la tête. On a du tout petit et qui gravite vraiment soit dans les anémones, soit dans les patates, comme on peut avoir des gros, hein, les gros carnivores, notamment les requins. Après, donc pas poissons mais mammifères, on peut aussi trouver des dauphins et des baleines. Hein. En fait ici c'est un des endroits où tu peux avoir des raimentins en faisant du palme mastuba. Quoi. Tu fais du snorkeling, tu peux en trouver à 4-5 mètres de profondeur. Tu as une raimanta qui te passe en dessous. C'est un des rares endroits où tu peux avoir ça. On a fait une dérivante dans la passe. Là on a vu une moboulaste aussi, donc c'était un peu la sœur de la manta. Puis avec des bancs de requins assez géniaux. Et puis des fois une plongée un peu physique aussi, parce qu'il y a vraiment il y a pas mal de courants. Chaque passe, il y a des courants qui peuvent être complexes à comprendre. Et heureusement qu'on est bien encadré parce que des fois il y a des dérivantes qui sont franchement sympas, où il faut aller dans les canyons, freiner, arriver à s'agripper sans détruire les coraux, faire des tours des grottes, enfin c'est physique, c'est sportif. Ah oui, ça peut être technique, hein. Il faut un minimum de niveau, même si on est super bien guidé. Donc, moi personnellement c'est contemplation pure et dure. Je regarde un petit peu ma consommation, un petit peu la profondeur, mais c'est tout. Après, on ne cherche pas, on a beau avoir appris la technique, là, c'est on prend plein les yeux, on se laisse guider. Dans ces îles du bout du monde, il suffit de tendre le bras pour attraper une noix de coco et de lancer la ligne pour pêcher une carangue ou un thon. Il est vrai que rien ne pousse sur ce sable mêlé de coraux, mais qu'en est-il des fruits et légumes frais? Je vous emmène à la rencontre de Yolande, qui a trouvé une méthode pour cultiver son potager bio sur l'atoll. On n'en trouve pas assez parce que je crois que les jeunes ne sont pas habitués à la culture maraîchage. On en produit juste assez pour Fakarava d'abord. Enfin, il y a d'autres îles qui en demandent. Il y a Apataki, Kaukura et Rangi. On n'arrive pas à les fournir. Comme on est les seuls à produire la salade, le potage, concombre, poivron, aubergine et choux. Et quelques plantes aromatiques. On n'arrive pas à fournir. Il ne faut pas assez régulièrement. Comme eux, ils sont sur le chimique. Et moi, je fais sur le bio, comme le Fakarava est sous réserve de l'UNESCO.
pota, on appelle ça le pota chinois. Et on peut préparer, voilà, on peut le faire venir au beurre avec une viande ou avec du poulet ou du porc. Voilà, on le cuit. Et puis après ici, il y a de la laitue. Voilà. La salade, c'est plus pour une entrée ou pour accompagner un plat. Voilà. Hier, j'ai eu l'idée en fait. Donc, ça, on peut le préparer avec plusieurs plats. Il y a le ma'atinto, on appelle le ma'atinto, c'est avec du porc, avec des vermicelles, avec des haricots rouges aussi. Voilà. Et puis, voilà, en accompagnement aussi avec de la viande blanche, rouge, voilà. Voilà, donc c'est à ça que ça sert. Et à la cantine de l'école, l'école vient de commencer, alors il remarche. Et les enfants maintenant, ils ont une cantine pour pouvoir manger. Les légumes, ça y va. Alors nous, on arrive au dernier moment et puis voilà. On n'a pas assez. D'accord. On est à 850 populations avec les enfants. Et lorsque c'est les vacances, on est arrivé presque à 1000. Hein. Alors déjà là, c'est pas comme avant. Avant, on est à 500. Ouais, c'est ça, c'est une chose. J'ai regardé, ouais. La population augmente de plus en plus. Il ne reste plus qu'à attraper un ou deux poissons, tresser des assiettes en feuilles de palmier et installer un hamac à l'ombre au son du ukulélé. Ça raconte un peu Raïdo de Fénois, de Trouari. Ça c'est Gabilou, John Gabilou qui a chanté ça. Warere Temanu. Et ça c'est Tapuari Loglin. Akakino c'est Teavapiti. La plupart des Polynésiens utilisent ça comme un truc pour faire la musique dans les bringues. Alors, les bringues chez nous, il nous faut beaucoup de bière pour faire des bringues comme ça, avec une vingtaine de personnes, c'est-à-dire des amis, la famille, et on commence à jouer. Notre visite des Tuamotu se termine ici, sur l'atoll de Fakarava, au son du ukulélé et des chansons qui s'élèvent à l'ombre des palmiers.
J'espère que vous avez aimé. Le voyage continue parmi les îles de la Polynésie. Alors n'hésitez pas à liker et à partager. Moruru, Nana!